Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Geneviève Perron, porte-parole à la Direction générale des communications à la Société de l'assurance automobile du Québec sur le bilan routier de la région. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois se déplace chez l'organisme L'Essentiel, un centre pour femmes, à l'occasion de la Grande Marche des femmes à Québec. Retour sur la clinique d'information juridique avec Maître Andréane Dion, présidente du Jeune Barreau de Montréal. Roxane Pommier, agente de développement agricole et bioalimentaire à la MRC de la vallée du Richelieu, nous présente 2 subventions pour les producteurs agricoles de la région. Katia Brocard, directrice générale au réseau Aidance Montérégie, à l'occasion de la Semaine nationale des proches aidants du 2 au 8 novembre 2025. Finalement, notre journaliste Jean-Philippe Gilbert se déplace à la 10e édition de Création sur le champ Land Art à Mont-Saint-Hilaire. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je vous souhaite la bienvenue à cette édition du Régional. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La 36e édition de la Nuit des Sans-Abri s'est tenue le 17 octobre dernier dans le Vieux Belleuil, un événement de sensibilisation et de solidarité tenu simultanément à travers tout le Québec. Sous le thème de la solidarité pour plus de dignité, la soirée vise à mettre en lumière la réalité de l'itinérance et de la pauvreté, à briser les préjugés et à donner une voix aux personnes en situation d'exclusion. Objectif, réchauffer le corps et le cœur avec des témoignages touchants ainsi que de la musique et des animations dans une atmosphère à la fois conviviale et engagée. L'événement rappelle que l'itinérance n'est pas qu'une question urbaine, elle existe aussi dans la vallée du Richelieu, souvent plus discrète mais bien réelle. Les citoyens sont invités à faire un don, notamment pour aider à offrir des nuits d'hébergement d'urgence pendant l'hiver. Le chef de file canadien dans la transformation de légumes, l'entreprise Norterra, annonce un investissement majeur de 28 millions de dollars sur 5 ans pour moderniser son usine de Saint-Denis-sur-Richelieu. Le projet d'envergure s'accompagne toutefois d'une fermeture d'usine à Saint-Césaire, prévue à la fin janvier 2026. En tout, environ 100 postes y seront abolis, tandis que 60 nouveaux emplois permanents seront créés à Saint-Denis. L'entreprise assure qu'un accompagnement complet sera offert aux employés touchés, incluant des indemnités de départ et la possibilité de postuler aux nouveaux postes. La modernisation vise à accroître la capacité de production de l'usine, qui passera de 6 à plus de 10 millions de caisses équivalentes. Norterra souhaite ainsi consolider sa position dans le secteur agroalimentaire et assurer la continuité de la production agricole locale. Son président, Hugo Boisvert, parle d'une étape importante pour la filière agroalimentaire canadienne, soulignant la volonté de l'entreprise de soutenir les producteurs d'ici, de renforcer la souveraineté alimentaire dans un contexte économique incertain. L'ancien candidat péquiste Cédric Gagnon-Ducharme tentera de nouveau sa chance dans la circonscription de Bordua. L'indépendantiste a annoncé son intention de briguer l'investiture du Parti québécois en vue des élections provinciales prévues à l'automne 2026. Originaire de Mont-Saint-Hilaire, l'avocat de formation estime qu'il est temps de relancer le débat d'idées dans la région et de redonner une voix aux citoyens déçus du gouvernement Legault. Rappelons qu'en 2018, il avait remporté l'investiture du PQ dans Bordua, récoltant plus de 21 % des voix, mais perdant derrière Simon-Jolin Barrette de la CAQ qui avait alors été réélu avec près de 48 %. En 2022, il s'était présenté dans Verchères-les-Patriotes, terminant encore 2e. S'il remporte l'investiture, Cédric Gagnon-Ducharme en serait à une 3e campagne consécutive sous la bannière péquiste. Parmi ses priorités, l'environnement, le soutien aux entreprises d'ici et le retour d'un gouvernement plus à l'écoute des citoyens, selon lui. Le candidat espère aussi ramener Bordua dans le giron péquiste, une circonscription qui a appartenu au Parti québécois pendant près de 20 ans, notamment sous Jean-Pierre Charbonneau et Pierre Duchesne, avant de passer à la CAQ en 2014. La Fondation Paul Gérin-Lajoie a lancé la semaine dernière à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec
la 35e édition de la dictée PGL. Un lieu symbolique pour cet événement qui célèbre la langue française et l'éducation, deux valeurs au cœur de la mission de la Fondation. La dictée, bien plus qu'un simple exercice de français, vise à stimuler les compétences linguistiques des jeunes tout en les amenant à réfléchir aux grands enjeux de la société. Cette année, l'initiative a reçu une reconnaissance importante par la Fédération autonome de l'enseignement pour son apport à l'éducation et à la promotion du français auprès des jeunes. Pour cette 35e édition, le thème plonge dans l'univers du numérique avec le slogan « Connectons nos mots, partageons nos découvertes ». Les élèves sont invités à explorer les technologies de l'information à travers des activités ludiques et éducatives axées sur un usage responsable et inclusif. La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, était sur place pour saluer l'importance du projet, qu'elle qualifie d'un outil mobilisateur pour la réussite éducative. Depuis sa création, près de 14 millions de jeunes à travers la francophonie ont participé à la dictée PGL, qui demeure un symbole d'inclusion, de solidarité et d'ouverture sur le monde. Le populaire Festiglas du Mont-Saint-Hilaire ne reviendra pas en 2026. La Ville précise qu'il ne s'agit pas d'une annulation, mais d'une pause temporaire afin de repenser le concept et d'améliorer l'expérience des visiteurs. La nouvelle a été confirmée par Stéphane Leblanc, directeur artistique et instigateur de l'événement. Il assure que la décision provient de la Ville et qu'il n'y a aucune mésentente avec la municipalité. Selon la porte-parole de la Ville, Geneviève Desautels, les observations des dernières années ont montré que les visiteurs resteraient peu de temps sur le site, ce qui pousse les organisateurs à bonifier la programmation avec davantage d'animations, d'offres culinaires et d'activités participatives. La pause permettra aussi de clarifier les objectifs de Festiglas, de poursuivre la recherche de subventions et de partenaires et d'envisager une version 2.0 de l'événement dans les prochaines années. Le Festiglas, lancé en 2022, est rapidement devenu une tradition hivernale prisée à Mont-Saint-Hilaire, alliant art, glace et créativité au pavillon Isaac Vendègue. Voilà, c'était le tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On rejoint maintenant en ligne Mme Geneviève Perron, qui est porte-parole à la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, Mme Perron. Bonjour, M. Harvey. Merci d'être avec nous. On parle beaucoup de sécurité routière par les temps qui courent. Est-ce que le bilan routier 2025 est aussi alarmant qu'on puisse le penser? En fait, le dernier bilan routier était plutôt stable. Là, si on regarde spécifiquement du côté de la Montérégie, il y a eu quand même une petite hausse du côté des décès, mais une légère baisse quand même du côté des blessés. Alors, c'est encourageant, mais il faut poursuivre la sensibilisation. En fait, la sécurité routière, c'est vraiment un sujet qui interpelle, qui concerne tout le monde. Mais quand on sait que 80 des accidents sont dus à un comportement humain, je pense que ça vaut la peine d'en parler puis, pour que les comportements changent. À quel genre de comportement vous faites référence de comportement humain? En fait, les enjeux qui reviennent d'année en année, ce sont la vitesse, en fait, la fatigue, les facultés affaiblies, la distraction et bien sûr le port de la ceinture de sécurité. OK. Puis nous, à Montérégie, là, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas encore au même niveau que les autres régions du Québec au niveau de la ceinture de sécurité. Exactement. Si on regarde en Montérégie, c'est quand même 34 des conducteurs décédés qui n'avaient pas leur ceinture de sécurité lors de l'accident. Ça, est-ce que ça a un grand impact quand on a un accident, la ceinture de sécurité? J'imagine que oui, mais est-ce que c'est vraiment un facteur déterminant plus que les autres? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ceinture de sécurité, elle va s'assurer que vous soyez bien positionné dans votre véhicule pour que les coussins gonflables puissent être efficaces, bien faire leur travail. Puis, des fois, c'est ça qui va faire un changement que vous allez carrément être éjecté de votre véhicule. Donc, ça va augmenter vos chances de décès quand même de 4 fois. OK. On a 4 fois plus de chances de mourir dans un accident si on ne porte pas la ceinture, c'est ça? Exactement, parce que vous avez la possibilité d'être éjecté de votre véhicule. Puis parfois, on a l'impression que ça ne regarde que nous, le port de notre ceinture, mais c'est pas vrai parce que si vous ne portez pas la ceinture, vous devenez carrément un projectile pour les autres occupants du véhicule. OK. Quand vous parlez d'être éjecté, c'est que lors de l'accident, là, on passe à travers le pare-brise? Exactement.
Puis, on remarque que sur, exemple, 56 décès liés au non-port de la ceinture de sécurité, il y a la moitié des morts qui auraient pu être évitées s'ils avaient eu leur ceinture de sécurité. Donc, c'est vraiment choquant comme données, puis c'est pas à négliger. Porter votre ceinture de sécurité, c'est un geste qui est tellement simple, puis qui peut sauver des vies. Non, ça paraît fou justement de faire ce risque-là, mais qu'est-ce qui porte les gens à oublier de mettre la ceinture de sécurité selon vous? Mais souvent, on va remarquer quand même qu'il va y avoir un lien entre justement les facultés affaiblies et le non-port de la ceinture de sécurité et même la vitesse. Donc, ce sont des facteurs peut-être qui peuvent venir renforcer ce comportement-là. Puis tu sais, on voit souvent aussi des gens qui, tu sais, on fait une petite distance, on fait une petite, je suis juste, j'ai fait quelques rues, pas besoin de mettre ma ceinture. À quel point ça peut avoir un impact aussi à basse vitesse? Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents qui vont arriver justement dans des zones de 50 km/h et moins à proximité du domicile. Puis pour vous donner un exemple, là, dans une zone de 50 km/h, si vous faites un accident sans votre ceinture de sécurité, c'est comme si vous faisiez une chute de 4 étages. C'est vrai que vu comme ça paraît vraiment pire que c'est. En effet. Ouais. Donc, Euh, c'est à considérer. je crois comprendre que ce sont les policiers qui font la reconstitution des accidents pour en déterminer les causes. Vous, comment vous faites du côté de la SAAQ pour récupérer ces données-là et les interpréter avant de les donner à la population? En fait, c'est qu'on va recevoir les rapports des corps de police. On va pouvoir colliger ces informations-là, puis justement construire des statistiques pour voir c'est quoi les thématiques prioritaires pour agir en matière de sensibilisation auprès de la population. Puis lorsque vous établissez ces thématiques-là, quels sont vos moyens là, de le diffuser au travers de la population? Donc là, je comprends que vous faites une entrevue avec moi, mais est-ce que vous avez d'autres moyens là, pour cibler les comportements corrigés? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la sensibilisation, probablement à elle seule, n'est pas une fin. Il faut aussi travailler du côté de la législation et aussi du travail des policiers. Mais comment nous, on va déterminer qu'est-ce qu'on va faire autre la sensibilisation, comme on la voit souvent à la télé, à la radio ou comme l'entrevue qu'on est en train de faire. Il y a des gens qui s'appellent des CRM, des conseillers en relation avec le milieu, qui, eux, sont sur le terrain à la SAC, puis vont dans les entreprises, vont dans les écoles. Donc, ils vont vraiment faire de la sensibilisation auprès de différents publics pour justement aller parler des différents enjeux. Il y a aussi des partenariats qui sont faits avec des municipalités, avec des organismes, des ministères, etc., pour justement aller aider à des initiatives, à des projets en matière de sensibilisation à la sécurité routière. Vous avez abordé aussi de la législation. Dans les dernières semaines et derniers mois au Québec, on a connu des épisodes où il y avait eu des accidents avec des camions lourds. Vous avez l'information comme quoi qu'il y aurait des formations obligatoires maintenant pour obtenir le permis de classe 1 afin de conduire un camion, c'est ça? Ce n'est pas encore effectif, mais par contre, à partir du 15 décembre, effectivement, donc ça va vraiment venir aider du côté de la sécurité routière en lien avec les véhicules lourds parce que dès le 15 décembre, il va y avoir une formation obligatoire pour obtenir un permis de conduire de classe 1. Savez-vous, je ne veux pas vous mettre dans une situation où vous ne savez pas la réponse, mais savez-vous si ce sera quel genre d'examen, des examens pratiques sur la route ou théoriques? Oui, un peu de tout ça, un peu comme c'est le cas pour le permis classe 5. Donc, il va y avoir, ça va être une formation qui va être bien complète. Il va quand même y avoir tout de même l'option de faire un diplôme d'études professionnelles comme c'est déjà le cas. Mais ce qui est différent maintenant, c'est que la formation va être obligatoire. OK. Sur un autre ordre d'idée, le mois d'octobre, c'est le mois des piétons. Pourquoi c'est plus important qu'à une autre période de l'année de faire attention là, aux usagers de la route à pied? Mais en fait, premièrement, vous avez sûrement remarqué que le matin, quand on se réveille, il fait encore noir. Le soir, quand on termine de travailler, il fait déjà noir. Donc, c'est sûr que côté visibilité, la noirceur joue certainement un rôle. Puis, c'est un moment de l'année aussi où les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes sont encore présents. Donc, il y a encore beaucoup d'usagers vulnérables sur la route. Puis, on doit encore partager beaucoup la route. Puis, la route peut devenir tranquillement un peu plus glissante avec le givre, avec la neige qui fait ses premières apparitions. Donc, c'est pour ça qu'il faut être doublement vigilant, puis partager la route. Pour les conducteurs, c'est de s'attendre à avoir d'autres types d'usagers sur la route. Puis, pour les piétons, par exemple, c'est aussi de s'assurer d'être vu,
puis de traverser aux endroits où on s'attend à être vu. Donc, Est-ce qu'il y a plus d'accidents à cette période-ci de l'année concernant les piétons, justement? si on regarde, par exemple, l'année dernière, au courant de toute l'année, il y a eu 80 décès piétons. Puis, entre octobre et décembre, pour vous donner une idée, là, il y a eu 31 décès. Donc, quand même, oui, c'est une période de l'année qui est très charnière pour ça. OK. Donc, c'est près du tiers seulement en quelques semaines. Exactement. Pour terminer rapidement, là, c'est l'Halloween au mois d'octobre. Quel conseil on peut donner aux gens qui s'apprêtent à sortir dehors pour récolter les bonbons? Mais en fait, pour les automobilistes, les conducteurs, c'est justement de savoir, bien, cette soirée-là, c'est pas une surprise. Il va y avoir des jeunes familles, des enfants qui vont traverser, qui vont se promener dans les rues, qui peuvent être imprévisibles, qui peuvent être excités. Donc, il faut s'attendre faut ralentir dans les rues, premièrement, puis s'attendre justement à ce qu'il y ait des enfants dans les rues. Puis, pour les jeunes familles qui vont passer l'Halloween, bien, c'est les conseils de sécurité habituels. Donc, si possible, ramasser les bonbons à un côté de la rue à la fois, traverser aux intersections, puis si possible, mettre un brassard lumineux si on a un costume noir, par exemple. Donc, c'est toujours une question de visibilité, de prévisibilité. Geneviève Perron, je rappelle, vous êtes porte-parole à la Société d'assurance automobile du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup, M. Hervé. Merci à vous. Le Centre de femmes L'Essentiel à Belleuil a une grande importance pour les citoyens et citoyennes. Tout d'abord, nous sommes avec Mme Basque et Mme Lécuyer. Mme Basque, qu'est-ce que c'est le Centre de femmes? Bien, un centre de femmes, c'est un endroit non mixte où on peut se retrouver entre femmes. C'est par et pour les femmes. On a 3 volets. On a un volet service, donc pour les femmes qui veulent venir discuter avec une travailleuse, qui ont une problématique. Peu importe la problématique, on a une approche globale, donc on touche à toutes les problématiques. On a un volet aussi d'activités éducatives, donc on offre des conférences, des ateliers, des cafés-rencontres sur une variété de sujets. Puis on a notre 3e volet, qui est le volet plus d'action collective, de défense de droits. Et dans ce volet, il y a le grand mouvement de la Marche des femmes qui a eu lieu récemment. Madame Lécuyer, pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, justement, le samedi 18 octobre, on était impliqués par le centre ici, qui avait nolisé un autobus. Alors, on partait à environ 50 et on rejoignait les autres. On attendait 10 000 personnes et il y en a presque 20 000 qui sont arrivés. Donc, un beau succès, une très belle organisation. Évidemment, c'était un peu fatigant, mais c'était notre vouloir ou notre désir de manifester pour que les droits des femmes soient respectés, enfin. Et je dois dire que, bon, je dis l'organisation était impeccable, la température aussi, mais ce qui m'a un peu surprise, c'est que il y avait évidemment beaucoup de femmes, il y avait des hommes aussi, il y avait des enfants, et tu te souviens de la petite d'une dizaine d'années qui était tellement motivée. Donc, il y a la relève. Parce que ce n'est pas un mouvement qui date d'hier en tant que tel, cette marche-là. Non, elle date en fait de 1995, où, à ce moment-là, excusez-moi, c'était la marche du pain des roses de Françoise David. Et cette marche qui a fonctionné à 15 000 participantes, certaines à pied. Donc, après, il y a eu des revendications, il y a eu certains gains, mais pas beaucoup, donc on savait qu'il fallait continuer. Et c'est à partir du Québec qu'est partie l'idée des marches mondiales. Et on est à la 6e édition. 6e édition, donc 2000 et à chaque 5 ans. Donc, très positif, et ça vient du Québec. On peut voir derrière vous, vous avez beaucoup de décorations par rapport à ce mouvement-là de la Marche des femmes. C'est quoi les enjeux au Québec, contrairement à le reste de la planète? C'est ça. Bien, je vous dirais qu'il y a des enjeux qui se ressemblent. En fin de compte, les grands enjeux sont violence, pauvreté, environnement.
Mais après ça, il y a des particularités à chaque pays, à chaque nation. Nous, ici, au niveau de l'environnement, c'était vraiment là, de dénoncer les transnationales qui font fi de tout ce qui est la biodiversité, la perte de la biodiversité et la crise climatique. Au niveau des violences, c'est toute la question de violence systémique et la même chose au niveau de la pauvreté systémique. Donc, à ce moment-ci, quand on regarde le Centre de femmes ici, l'essentiel, ça rend toute l'importance de ce que vous faites ici. À quoi les personnes peuvent s'attendre lorsqu'ils rentrent dans le Centre de femmes, l'essentiel? Bien, moi, je dois dire que ça a pris plusieurs années avant que je me décide, même si je voyais dans le journal local qu'il y avait des invitations à certains ateliers ou certaines conférences. Ça m'a pris du temps parce que j'étais certaine que c'était un centre qui était réservé aux femmes qui avaient subi de la violence conjugale. Et je me disais, mais c'est pas pour moi. Et à un moment donné, par hasard, une amie m'en a parlé. Et là, j'ai vu que c'était ouvert à toutes les femmes pour qu'elles aient les moyens de se prendre en main, d'avoir plus d'outils. Alors donc, c'est une grande ouverture à toutes les femmes, finalement. Oui. Puis je pense que ce qui est très important ici, c'est l'accueil. Quand je disais tantôt que c'est par et pour les femmes, bien, c'est les femmes qui accueillent les nouvelles personnes qui arrivent. Puis donc, on sent vraiment qu'on rentre dans un endroit où on peut être soi-même, sans jugement. On est inclusif. Donc, c'est pour toutes les femmes, vraiment. Donc, vous êtes, Madame Basse, vous êtes chargée de projet. Madame Lécuyer, vous êtes membre du CA. Quels conseils vous donneriez aux femmes, selon votre rôle ici, pour joindre l'équipe de l'essentiel ou participer aux ateliers? Bien, moi, je parlerais en tant que participante, finalement, de participer aux ateliers, aux cafés-rencontres, pour d'abord rencontrer d'autres personnes. Il y en a qui, à cause de l'isolement, vivent des moments très difficiles. Alors ça pourrait être une solution pour elles et d'obtenir des outils pour progresser. Et il y en a pour tous les âges. Évidemment, comme ça se donne surtout de jour, c'est plutôt des gens à la retraite qui viennent, mais avec plus de personnel, probablement que ce sera possible d'ajouter des choses le soir pour que, en plus, les femmes qui sont au travail puissent participer. Oui. En fin de compte, l'hiver, habituellement, on offre aussi des activités le soir. On essaie aussi la fin de semaine. Moi, je dis souvent qu'un centre de femmes, c'est un peu comme... C'est une spirale. Donc, les femmes peuvent y entrer pour différentes raisons. Comme je disais tantôt, ça peut être pour les services plus individuels, ça peut être pour une activité, ça peut être parce qu'elles ont le goût de faire du militantisme. Donc, la porte d'entrée, il y a plusieurs portes d'entrée. Puis ensuite, une fois qu'elles sont dans le centre, elles vont trouver qu'est-ce qui leur ressemble, qu'est-ce qui répond le mieux à leurs besoins. Donc, je vous dirais, essayez, venez nous voir, appelez-nous. On est aussi souvent, cet été, on a fait plein de kiosques durant les événements plus ludiques de cet été. Puis, on va être là le 6 décembre. Entre autres, on va être au Maille-Montenac. Maître Andréane Dion est présidente du Jeune Barreau de Montréal. On la rejoint immédiatement. Bonjour, Maître Dion. Bonjour, merci de recevoir. Bien, ça fait plaisir. Merci d'être avec nous. Vous avez participé à la clinique téléphonique qui a eu lieu le samedi 18 et le dimanche 19 octobre dernier. Expliquez-nous comment ça s'est passé, ces cliniques-là téléphoniques. Bien, ça s'est super bien passé, là. Ça a été un grand succès. Donc, en fait, on a eu beaucoup d'appels, là, plus de 3000 appels au total là, dans les 2 journées. On avait probablement une cinquantaine, soixantaine de bénévoles là, qui nous ont aidés. Et donc, on pense avoir pu donner un bon coup là, pour l'accessibilité à la justice en ce moment. Les appels que vous recevez, c'est de quel type de questions, quel type de droits principalement? C'est très, très diversifié. En fait, là, on reçoit vraiment des appels dans tous les domaines. On en reçoit beaucoup, on réalise là, au niveau de tous les sujets qui touchent les gens au quotidien. Donc, tout ce qui est au niveau de le droit du logement, par exemple, des problèmes au niveau du propriétaire ou d'un locataire, des problèmes en droit de la famille, des gens qui sont en divorce, des questions de pension alimentaire, beaucoup de questions en lien avec le droit du travail également. Puis cette année, on a eu aussi beaucoup, beaucoup de questions, droit des successions, donc les gens, il y a des questions avec des testaments ou droit de l'immigration. Comment ça fonctionne à l'interne? J'imagine que chaque avocat a ses particularités, ses spécialités. Le fonctionnement des appels, quand on appelle, à quoi on peut s'attendre?
En fait, donc oui, les avocats s'inscrivent selon leur domaine de pratique. Alors, quand les gens appellent initialement, ils parlent avec un réceptionniste qui va prendre leurs questions de façon générale pour ensuite mieux pouvoir les transférer vers un avocat dans le bon domaine de droit. Et donc, l'avocat, par la suite, bon, il peut avoir un peu d'attente, là, tout dépendant combien d'appels on a. Et quand les gens vont parler avec un avocat dans le domaine, ben, ils peuvent expliquer leurs questions. Et après, on prend à peu près un 15 à 20 minutes pour répondre à leurs questions là, du mieux qu'on peut. Puis si jamais on n'est pas en mesure de répondre, là, ben, on peut rediriger également là, vers d'autres services qui existent. J'imagine que les personnes qui vous appellent là, peuvent vivre des moments difficiles, à être stressées. Comment il faut être en tant qu'avocat quand on parle avec ces personnes-là? Qu'est-ce que ça prend? C'est une excellente question. Oui, effectivement, il y a plusieurs personnes qui appellent qui sont stressées, qui vivent des choses importantes dans leur vie, qui sont très affectées là, par la situation juridique là, pour laquelle ils nous appellent. Euh, je pense que c'est vraiment une question d'humanité. C'est vraiment le but des appels aussi, c'est que ce soit informel, de pas causer du stress additionnel aux gens là, avec une question d'honoraire. C'est vraiment là, on veut juste se parler, puis le faire de la façon la plus humaine possible, démontrer la compréhension qu'on a. On n'est pas là pour juger les gens du tout. C'est pas du tout notre travail à titre d'avocat, puis surtout pas là, quand on fait une clinique comme ça pour aider les gens. Donc, on écoute les gens, on leur donne les informations, les conseils qu'on a pour eux, puis on tente de les aider du mieux qu'on peut après pour les rediriger, tout ça pour ne pas les laisser seuls avec leur situation. Vous me disiez, on pratique en droit criminel, pénal. Est-ce qu'il y a un cas qui vous a touché, une personne que vous avez parlé au téléphone puis qui vous vient à l'esprit, là, qui vous a fait sentir que vous avez vraiment fait une différence? Ben, j'en ai plusieurs, là, mais au travers des années, là, ça fait 7 ans que je participe à la clinique. Euh, il y a beaucoup de gens qui nous appellent, en fait, qui se sont fait arrêter dans les dernières semaines, dans les derniers jours même, puis qui sont assez démunis par rapport à ça. C'est la première fois qu'ils se font arrêter. Ils ont une date de cours, ils ne savent pas ce que ça veut dire, doivent aller faire prendre leurs empreintes, ils ne savent pas à quoi ils font face. Des fois, les gens, quand on parle d'arrestation, ben, ils vont penser à de la détention tout de suite, alors que pour plein de gens, ce n'est pas une réalité. Donc, plusieurs appels, des appels que j'ai eus avec des parents dont les enfants s'étaient fait arrêter récemment. Puis dans l'espace de 15-20 minutes, là, j'étais en mesure de leur donner quand même beaucoup d'informations sur le processus, les choses qui allaient venir vers eux pour la suite. Puis habituellement, ben, ça les rassure beaucoup dans une certaine mesure parce que ça demeure une situation stressante. Mais je pense que de savoir au moins à quoi ils font face puis qu'est-ce qui s'en vient, ben, ça les aide dans le processus, là. Donc, c'est toujours des moments où les gens nous remercient puis on est vraiment content d'être là pour les aider. Bien, j'en suis certain. Puis vous l'avez abordé rapidement, là, vous parlez d'une consultation de 15-20 minutes. Il se passe quoi si la personne a besoin de plus d'aide par la suite? Oui, c'est sûr qu'on fait vraiment notre possible, là. On n'est pas toujours en mesure d'aider tout le monde parce que, ben, il y a des gens qui appellent qui auraient besoin là, d'une consultation plus longue avec un avocat. Il y a des gens qui appellent qui ont des questions en lien avec des documents également. C'est sûr que nous, ben, c'est au téléphone, c'est pas en vidéoconférence non plus, donc on n'a pas accès aux documents des gens. On ne peut pas se pencher sur un contrat, sur des documents de cette nature-là, une pension alimentaire, là, puis la regarder, puis vérifier si tout est OK ou donner des conseils aux personnes là, par rapport à ça. Dans ces situations-là, ce qu'on fait, c'est qu'on tente de référer les gens vers des cliniques juridiques dans leur région, vers le service de référence du Barreau du Québec, là, qui a différentes façons de référer vers des avocats. Il y a un bottin des avocats également où les gens peuvent rentrer leurs besoins puis trouver des avocats dans leur région. Donc, on essaie toujours de rediriger les gens là, le plus possible. Il y a le Barreau du Québec qui a maintenant une clinique juridique, l'École du Barreau du Québec, pardon, qui a une clinique juridique maintenant pour les étudiants qui sont à l'école. Donc, d'options là, vers lesquelles on redirige les gens. Pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec le milieu, là, c'est quoi le barreau? C'est quoi la différence avec le jeune barreau? Oui, donc effectivement, là, plusieurs personnes, des fois la différenciation n'est pas facile. Donc, il y a le Barreau du Québec qui, ça, est vraiment une organisation qui a pour but la protection du public, là. Donc, le barreau est là pour, à travers la province, puis après, il y a des barreaux dans différentes villes, le barreau de Montréal, le barreau de Québec, etc. Donc, ça, c'est vraiment des organisations qui sont là pour protéger le public et aider également là, à l'accessibilité à la justice. Au niveau du jeune barreau de Montréal, donc, nous, on est une association professionnelle. Alors, on représente tous les avocats de Montréal qui ont de 1 jour à 10 ans d'expérience. Et nous, on a une double mission qui est de représenter les intérêts de nos membres et de promouvoir l'accessibilité à la justice, là, d'où le fait qu'on fait cette clinique. Puis c'est la même chose pour d'autres associations, là. Il y a le Jeune Barreau de Québec qui nous appuyait notamment là, pour la clinique. Donc, nous, on est vraiment une association professionnelle là, qui a un intérêt différent.
Donc, vous êtes des avocats qui font ça à titre bénévole, donc c'est vraiment pour aider les gens. Combien de fois par année, là, vous donnez l'occasion aux gens de vous appeler? Oui, donc effectivement, là, tout le monde qui a passé du temps, j'allais dire travailler, ben, qui a mis du temps, surtout en fin de semaine, donc n'était pas rémunéré. Alors, c'est vraiment juste du bénévolat que tout le monde fait. Et on fait ça 2 fois par année. Donc, c'était la 45e édition cet automne. Puis, ça va se refaire, là, je peux le mentionner tout de suite, ce sera les 18 et 19 avril. Donc, encore une fois, un samedi, dimanche, là, qu'on refera la clinique pour la prochaine fois. On va mettre le numéro de téléphone à l'écran, le 1-844-779-6232. On va le remettre aussi à la fin de l'entrevue. Madame Dion, j'imagine que les gens qui vous appellent sont super reconnaissants. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui peuvent être difficiles au téléphone? On le sait, les avocats doivent gérer des fois des personnes. Est-ce que ça arrive des fois que vous devez là, gérer des situations plus difficiles? Ça peut arriver, là, je dirais, je pense que tout le monde est humain. Donc, des fois, on passe des moins bonnes journées que d'autres ou ça peut être plus difficile. Là, puis les gens vivent des situations stressantes, là, comme on le disait tantôt. Donc, c'est sûr que parfois, les gens, ben, on est un peu victime de notre succès. Fait que ça peut arriver, par exemple, en fin de semaine, il y a eu des moments où ça pouvait être 3 heures et demie d'attente. Il y a des gens, d'ailleurs, là, on a dû prendre leur nom, leurs informations pour les rappeler parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde. Donc, on a essayé de prendre toutes les informations. Il y a des gens qu'on va rappeler au courant de la semaine. Donc, c'est sûr que ça peut causer, des fois, les gens ben, sont un petit peu impatients, puis on peut comprendre. Là. On fait la promotion d'un service, puis on veut le donner. Donc, on fait ce qu'on peut. Il y a des gens qui vivent des situations justement difficiles. Il y a des gens qui peuvent avoir des problématiques de santé mentale également. Donc, on essaie vraiment d'être à l'affût puis d'aider les gens là, du mieux qu'on peut. Puis, je mentionne très rapidement aussi parce que le numéro, effectivement, sera le bon numéro pour la prochaine clinique, mais juste, il n'est pas valide entre les cliniques. Donc, si les gens appellent au numéro, là, juste mentionner qu'il n'y aura pas il y aura pas de conseils dans l'intervalle, là, mais il sera effectivement valide pour la prochaine clinique. Super. Bien, je rappelle quand même, s'il y a un peu d'attente, ça vaut la peine de pouvoir parler avec un professionnel comme ça gratuitement. C'est une opportunité là, qui arrive rarement. Maître Andréane Dion, je rappelle, vous êtes la présidente du Jeune Barreau de Montréal. Merci beaucoup de faire ça pour les gens de la région. Et j'invite tous ceux qui auraient besoin d'aide ou qui auraient des questions au 18 et 19 avril prochain au 1-844-779-6232 à vous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Puis je dis rapidement un merci au Barreau du Québec, au CAGE, à Vidéotron Affaires et à Norton Rose qui nous ont aidés beaucoup pour cette édition. Voilà, c'est fait. Merci bien. Roxane Pommier est agente de développement agricole et bioalimentaire à la MRC de la Vallée du Richelieu. Bonjour, Madame Pommier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Vous êtes ici pour nous parler d'un concours à la MRC qui est le Fonds Terre, le Fonds Mérite Terre et Eau. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ce concours-là? Oui, c'est un prix qu'on a mis en place pour rétribuer les producteurs agricoles qui mettent en place des pratiques agro-environnementales qui ont un impact bénéfique sur la qualité de l'eau. Donc, on a un premier prix de 3 500 $, un deuxième prix de 2 500 $, puis un troisième prix de 1 500 $. OK, donc on a 3 montants qu'on peut avoir. Puis ça, c'est si on est capable de démontrer qu'on a un impact sur la qualité de l'eau. Quel type de projet, par exemple, là, qui pourrait être admissible à ces bourses-là? Ça peut être des aménagements de bandes fleuries, ça peut être des aménagements... C'est quoi une bande fleurie? Bien, ça va être souvent une bande le long d'un champ qui est aménagé avec des fleurs. Donc, ça favorise les pollinisateurs. Puis sinon, on va avoir des haies brise-vent qui aident à couper la vitesse du vent. Donc, ça aide à diminuer l'érosion des terres souvent. Ça favorise aussi la biodiversité. Il peut y avoir des aménagements de bandes riveraines élargies. Souvent, ça va être en bordure d'un cours d'eau, donc pour favoriser la rétention des sédiments vers les cours d'eau. Donc, encore là, ça a un impact bénéfique sur la qualité de l'eau. Ça peut être des cultures de couverture aussi qui est une culture qu'on met après ou pendant la culture principale, puis qui va rester dans le champ pendant l'hiver, donc ça va retenir l'eau, ça va retenir aussi la terre en place. Pourquoi c'était important plus qu'à un autre moment de prioriser l'eau pour faire un concours comme ça? Mm-hmm. Bien, l'eau, on pense souvent que c'est une ressource inépuisable, mais c'est une ressource précieuse. Ça fait partie de plusieurs de nos plans là, territoriaux à la MRC de préserver la qualité de l'eau. Est-ce que c'est un lien avec cette année? Là, au début de l'année, on avait eu beaucoup d'eau, puis après ça, moins. Est-ce que ça a un lien? Oui, on a eu une sécheresse cet été. Bien, on a parti le prix l'année passée, donc c'est pas nécessairement en lien avec cette année, mais plus ça va, plus on se rend compte qu'il faut faire beaucoup d'efforts là, en termes de
de gestion de l'eau en milieu agricole, mais aussi au niveau d'autres aspects là, sur le territoire de la MRC. Qui avait gagné l'an dernier? L'année passée, on a une ferme qui s'appelle la ferme Agri-G&M, qui est située à Saint-Jean-Baptiste, qui a eu le premier prix. Puis on a aussi la ferme Claire-Joie, qui est située à Saint-Marc-sur-Richelieu, qui a obtenu le deuxième prix. C'était quel genre de projet qui avait été fait? À la ferme Agri-GM, si je me souviens bien, c'était pour des bandes riveraines élargies, puis pour un îlot de biodiversité qui avait été mis en place. Ils avaient aussi mis là, du canola d'hiver, qui est une culture qui peut être considérée comme une culture de couverture. Puis à la ferme Claire-Joie, il y avait des aménagements floraux qui avaient été faits, un hébrisement, puis la mise en place des engrais verts. On va espérer que ces projets-là puissent inspirer les projets pour cette année. Jusqu'à quand se termine la période d'appel de candidature pour les prix cette année? La période d'appel à projet, c'est du 15 octobre au 20 décembre. Donc, Okay. Les gens peuvent aller ils peuvent appliquer là, en allant sur le site de la MRC dans l'espace projet agricole. Espace projet. Site de la mrcvr.ca, service zone agricole et bioalimentaire projet. Exact. Good. Super. Donc, on invite toutes les personnes intéressées à s'informer et puis à poser leur candidature. C'est quand même un bon montant qu'on peut récupérer et puis qui favorise justement là, la qualité de l'eau. Un autre fonds que vous voulez mettre en place, c'est le fonds microcrédit agricole. Pouvez-vous nous expliquer celui-là, c'est quoi? Oui, ça, c'est un prêt qui vise à soutenir les entreprises agricoles du territoire de la MRC qui vont vouloir se diversifier, prendre la relève, mais aussi qui veulent reprendre une entreprise qui est déjà existante. Donc, c'est un prêt de 10 000 sans intérêt qui est remboursable sur 5 ans. OK, c'est un prêt. Donc, on prête un montant, un capital à une entreprise. Vous avez parlé de reprenariat. Pourquoi c'est un enjeu particulièrement? Plutôt la relève, qui est un enjeu sur le territoire de la MRC. On le sait, là, le prix des terres est super élevé. L'achat d'intrants, de tracteurs, n'importe quel capitaux là, sur une ferme, ça coûte super cher. Donc, on voulait avoir un levier pour les entreprises agricoles, pour les aider, pour assurer là, une vitalité sur notre territoire agricole. J'imagine que quand on a un projet comme ça, c'est les premiers fonds qui sont les plus importants. C'est amener les premiers capitaux dans un projet. Combien vous donnez de prêts par année aux agriculteurs de la région? Jusqu'à maintenant, on a donné 2 prêts par année en 2022 puis en 2023. En 2024, il n'y a pas eu de prêt. Puis l'an passé, on a eu un prêt qui a été donné à une ferme qui est située à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, c'était la ferme apicole Levaque-Joubert qui a utilisé ce prêt-là là, pour lancer sa ligne de chandelles de cire d'abeille. OK, cool. C'est une belle application, justement. Vous avez parlé de diversification. On essaie de diversifier les produits et les services. C'est quoi les critères d'admissibilité pour donner sa candidature pour recevoir cette aide-là? Premièrement, ça doit être une entreprise agricole qui fait la demande. Les activités doivent être réalisées sur le territoire de la MRC. L'entreprise doit aussi être membre en règle de l'UPA. Il y a quelques autres critères. Là. Le producteur doit mettre une mise de fonds de 20 là, de son projet. Les autres critères là, sont sur notre site Internet. Puis les gens intéressés sont invités à venir. On va rappeler le site Internet, c'est le mrcvr.ca. Vous allez dans l'onglet Services, puis dans l'onglet Zone agricole et bioalimentaire. Ensuite, Projet agricole, vous allez avoir les 2 projets dont on a parlé. C'est de la belle aide qu'on donne aux gens de la région dans une situation où l'agriculture est un enjeu, autant de la sécurité alimentaire que de faire pousser les choses avec les changements climatiques. Alors, Mme Pommier, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir présenté ces projets-là. J'invite tout le monde à aller vérifier en ligne si on est admissible puis si on peut en bénéficier. Merci beaucoup. Merci à vous. Katia Brocard est directrice générale du réseau Aidance Montérégie. Bonjour, Mme Brocard. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous invitait à l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui va se dérouler du 2 au 8 novembre. Pourquoi c'est important là, de souligner les personnes proches aidantes? Les personnes proches aidantes sont importantes à souligner dans le cadre d'une semaine parce qu'on n'en parle pas souvent et que c'est vraiment un travail qui nécessite d'être mis au grand jour. Dans le fond, cette semaine-là permet de dire merci
de reconnaître nos personnes proches aidantes à travers le Québec, mais aussi de réfléchir à ensemble comment on peut leur offrir encore mieux et plus de soutien. Vous avez dit que c'est un travail, mais les gens, peut-être, souvent, ne sont pas en mesure de définir qu'ils font vraiment un travail. C'est quoi une personne proche aidante? Là? Comment on fait pour s'identifier qu'on est vraiment une personne proche aidante? Bien, ça, c'est l'enjeu numéro 1. C'est l'auto-reconnaissance des personnes proches aidantes qui est difficile parce que souvent, on va dire que c'est normal. Puis, personne proche aidante, avant, c'était appelé aidant naturel, comme si c'était naturel, mais on est venu un petit peu changer la donne en appelant ça une personne proche aidante. Puis, la définition concrète d'une personne proche aidante, en quelques mots, c'est quelqu'un qui offre du soutien de manière soutenue à un proche. Ça n'est pas nécessairement quelqu'un de sa famille, mais c'est vraiment un proche à qui on offre du soutien quelques heures par jour, quelques heures par semaine, et qui nous demande vraiment une implication et que ça a un impact sur notre vie. OK, donc c'est assez large. Oui, très large. D'où pourquoi peut-être certaines personnes ne sont pas en mesure de s'identifier. De quelle nature est l'aide qu'on pourrait apporter pour se qualifier comme proche aidant? Ça pourrait être n'importe quelle nature d'aide. Ça peut être de l'aide psychosociale, ça peut être du soutien à faire la cuisine, ça peut être du soutien aux soins, à la médication, aux soins personnels, aux soins d'hygiène. Peu importe le nombre d'heures par jour que c'est offert, c'est vraiment n'importe quel soutien qu'on offre à un proche qui se classifie dans la catégorie de la proche aidance. Avez-vous une idée du nombre de proches aidants qu'il y a dans la région de la Montérégie? En Montérégie, en 2025, il y a plus que 516 000 personnes proches aidantes de tout âge confondu. On parle de jeunes proches aidants, on parle de personnes proches aidantes actives dans le milieu du travail, on parle de personnes proches aidantes aînées. C'est vraiment très large, la proche aidance. OK, donc ça fait une personne sur 3 environ, c'est beaucoup de gens. Puis, est-ce que c'est des personnes qui ont besoin qu'on les aide? Eux offrent des services à une autre personne, mais comment on fait, nous, pour aider ces personnes-là, justement? Bien, nous, justement, on est un regroupement d'organismes et nos organismes membres offrent des services de soutien aux personnes proches aidantes. Ça va être des groupes de soutien, ça va être du soutien psychosocial individuel, ça va être du répit à domicile, d'aller à domicile s'occuper de leurs proches pendant qu'eux peuvent travailler, vaquer à leurs occupations et, soyons fous, aller chez le coiffeur. Mais vraiment, c'est l'aide que le milieu communautaire va pouvoir apporter aux personnes proches aidantes. Puis, une personne proche aidante, pour vous donner un exemple très simple, là, ça peut être une femme active qui s'occupe de sa mère qui commence à avoir des troubles neurocognitifs, sa mère qui peut peut-être vivre avec elle, mais sa mère qui peut-être vit dans un appartement autonome ou dans une RPA, résidence pour personnes aînées. Donc, ces personnes-là qui consacrent du temps à d'autres, quels sont leurs plus grands enjeux? Est-ce que c'est au niveau du temps? Est-ce que c'est au niveau du soutien émotionnel? Tu sais, toute cette charge-là, comment ça se passe pour eux? Le plus gros enjeu en proche aidance, c'est l'épuisement de nos personnes proches aidantes qui, finalement, se reconnaissent comme des personnes proches aidantes quand elles viennent à bout de leur santé elles-mêmes. C'est à la fin, là, quand on n'est plus capable, là, on se dit « Ah, finalement, peut-être que j'étais un proche aidant tout ce temps-là. » C'est ça, okay. Là où elles se disent « OK, mais finalement, j'ai besoin d'aide, puis je ne m'en suis pas rendu compte avant. » Et la proche aidance crée aussi un isolement social. Parce que on travaille, on s'occupe de la personne aidée, on s'occupe de nos enfants, puis il faut dormir un peu, puis on recommence cette journée-là, puis les journées s'enchaînent, puis finalement, on n'a plus d'entourage, on n'a plus de loisirs, on n'a plus de temps de plaisir. Le système de santé ne fonctionnerait pas sans ces personnes-là là, qui s'occupent de leurs proches. Une personne qui nous écouterait, qui finit par s'identifier comme proche aidant, quel est son processus pour demander de l'aide? Je vais rebondir sur la première partie de la question. Les personnes proches aidantes sont en quelque sorte le filet de sécurité du réseau de la santé. 516 000 personnes qui offrent du soutien à une personne aidée, ça veut dire que minimalement, il y a 516 000 personnes en Montérégie qui ne sont pas à l'hôpital parce qu'elles ont une personne proche aidante qui peut les soutenir, à l'hôpital ou en milieu d'hébergement, peu importe. Donc, je pense que ça reste que c'est le filet de sécurité de notre société, de notre communauté en général. Puis, je pense que j'ai oublié la deuxième partie de... C'est quoi le processus? À qui on s'adresse en premier? Là, quelles sont les premières portes? Dans le fond, la porte d'entrée, quand on se reconnaît en tant que personne proche aidante, éventuellement pas épuisée encore, c'est d'aller taper au CLSC.
Le CLSC va pouvoir donner à la base toutes les informations nécessaires. Ensuite de ça, il y a tout le réseau communautaire avec plusieurs organismes communautaires en Montérégie. Il y en a beaucoup. Je pourrais donner l'exemple du centre de soutien Entre-Aidants qui est à Longueuil. On a l'Entraide Plus qui est à Chambly. On a toutes les sociétés Alzheimer aussi. On a de la chance d'en avoir 4 sur notre territoire en Montérégie. Elles vont offrir du service de soutien aux personnes proches aidantes, du service individuel, des groupes dans lesquels on se retrouve avec des personnes qui sont comme nous, puis finalement, on n'est pas tout seul dans notre réalité, et du répit à domicile aussi qui vraiment va favoriser que la personne proche aidante va pouvoir sortir de cette réalité-là. J'imagine que c'est de se sentir aidé, hein? Parce que si on se sent seul à faire tout ça, à aider, c'est lourd, mais aussitôt qu'on a un peu d'aide, peut-être que ça apaise de façon significative le poids. Est-ce que je me trompe? Ça soulage. Puis de se reconnaître comme personne proche aidante, de se dire « OK, j'ai un titre officiel dans ce rôle-là, il est reconnu aussi par la société et je peux avoir du soutien. » Ça, déjà, là, dans notre vie d'humain, de savoir qu'on peut avoir du soutien, de l'avoir identifié, bien, ça nous enlève un poids sur les épaules. Vous aviez, pour terminer, un défi à lancer aux gens qui nous écoutent à l'occasion de la Semaine des proches aidants. Quel est ce défi? Bien, j'aimerais ça lancer un défi à notre population montérégienne, dans le fond, 2 défis. Si vous êtes une personne proche aidante, j'aimerais ça que vous alliez valoriser une autre personne proche aidante, puis peut-être l'aider à se reconnaître comme une personne proche aidante. Puis si vous n'êtes pas encore proche aidant, entre parenthèses, vous allez probablement l'être un jour, ou être un aidé, eh bien, j'aimerais ça que vous puissiez aller offrir de l'aide à une personne vulnérable quelques heures pendant la semaine de la proche aidance du 2 au 8 novembre. Je pense que ça ferait vraiment du sens, puis tu sais, ça favoriserait qu'on parle de proche aidance. Katia Brocard, je rappelle, vous êtes directrice générale du réseau Aidance Montérégie. On lance le défi aux gens qui nous écoutent et on leur remercie d'avance pour le coup de pouce qu'ils vont apporter. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va débuter la cérémonie avec nos artistes de la 18e édition de Création sur le champ. Nous sommes au pavillon de la Pomme à Mont-Saint-Hilaire pour l'événement de Création sur le champ Land Art 2025. Ici, nous pouvons voir des créations faites avec des éléments naturels, faites par des artistes principalement du Québec, mais aussi de pays d'Europe. Nous avons pu parler à la fondatrice Jérémie Boudreau, également au maire Marc-André Gartin qui était présent sur place. À chaque année, c'est incroyable. Les gens attendent l'événement. Et ça vient de partout du Québec et on a des fois des gens outre-mer, mais qui sont en visite au Québec et qui ont entendu parler de l'événement. Donc, l'événement génère par lui-même tout son potentiel et puis c'est de bouche à oreille, là. Je souhaitais que l'événement soit reconnu professionnellement et ça, il y a des conditions. Donc, il faut avoir un jury de 3 artistes professionnels qui, dans le fond, on fait un appel de dossier qu'on appelle, on reçoit les dossiers et là, les membres du jury, les 3 membres du jury se réunissent et regardent les dossiers, bon, probablement une semaine avant parce qu'ils doivent vraiment, ils en ont beaucoup à regarder, à étudier. Et puis ensuite de ça, on se rencontre et puis on choisit, on sélectionne. C'est toujours 10 œuvres. On souhaite que ça soit renouvelé à chaque année. Fait que les artistes qui sont venus, ils doivent attendre 4 ou 5 ans. Fait que, parce qu'on ne veut pas que ça soit toujours les mêmes. Il faut que ça soit renouvelé à chaque année. On a influencé beaucoup de monde. Je pense à Percé, Barachouane-Sitou. Il y a aussi au lac William, ça s'appelle Sana. Et, mon Dieu, il y a une noisetterie. Il y a, plusieurs endroits où est-ce qu'on a influencé, puis les gens ont parti du land art. Et après le dévoilement, qu'est-ce qui va se passer avec ces œuvres-là? Et les œuvres continuent d'exister. C'est surprenant parce que, tu vois, en ce moment, on a une œuvre de l'an passé qui est absolument intacte. C'est absolument incroyable. Un espèce de gros dinosaure, Tetrapodicus, créé par des Anglais d'Angleterre. Donc, il est encore là. Puis les œuvres retournent lentement à la nature. On ne les détruit pas. Tu sais, fait que pendant les semaines à venir, 2 semaines, 3 semaines, l'hiver, c'est magnifique. Pour nous, c'est un événement marquant. C'est la 18e édition de l'art sur le champ. Donc,
Pour moi, c'est symbolique. Premièrement, parce qu'on voit notre monde, on voit des artistes à l'œuvre, on se laisse porter par les émotions qui nous transmettent par l'entremise de leurs œuvres. Mais aussi, c'est un moment vraiment privilégié où on réfléchit aussi à notre rapport à la nature. La nature se révèle à nous sous une autre forme. Puis je trouve ça franchement inspirant. Puis c'est à la base même de mon engagement politique, de repenser notre rapport à la nature. Pour son intégration au lieu, pour l'échelle de l'œuvre, pour la vue, la fragilité de l'œuvre en opposition à la force de la montagne, et aussi pour le thème qui est ancré dans le lieu, le prix du jury va à M. Michel Leclerc. Bien, j'habite Mont-Saint-Hilaire, de l'autre côté de la montagne, près de la rue Cardinal. C'est un chemin que je prends souvent. Je vais marcher dans les sentiers. On voit tout le temps des chevreuils et de plus en plus. Depuis 2 ans, il n'y a plus d'ail des bois et il n'y a plus de trilles non plus. Le sol, il y a des petits érables qui poussent, tout ça. Donc, les chevreuils ont tout dévoré le sous-bois. C'est pour ça que l'œuvre s'appelle « Sous-bois, sous tension ». Et j'ai voulu, à travers cette œuvre-là, parler du sujet, puis par une illustration amusante, faire des grandes feuilles qui bougent au vent. Ouais. Avez-vous rencontré un défi particulier dans la conception de votre œuvre? Bien, c'était de l'ordre technique, de faire tenir les branches entre eux sans que ça casse. Bon, il y a eu des bris au début. Et puis, j'avais vu une vidéo sur une femme autochtone qui faisait des bandeaux tressés avec de l'écorce d'arbre. Et je me suis amusé à essayer de faire des nœuds. Et avec le temps, j'ai réussi à faire des nœuds très solides. Mais ça m'a pris 1 journée et demie avant d'avoir le bon truc là, pour faire des nœuds qui se tiennent. Ouais. Alors maintenant, pour la mention d'honneur. Oui. Alors, c'est la première année. J'ai décidé de donner cette année une mention d'honneur. Et c'est pour leur œuvre Général Tellurique Compagnie, une entreprise fictive et visionnaire dédiée à l'extraction et au stockage de l'énergie tellurique universelle. Cette création se distingue par sa puissance ludique et poétique. Cette œuvre nous invite à rêver, à jouer, à explorer sans retenue les territoires de l'imaginaire. Général Tellurique Compagnie nous rappelle avec brio que l'art est aussi un terrain d'invention, un espace où l'on peut croire en l'impossible et s'amuser à le rendre tangible. Un hommage vibrant à la créativité libre, à l'humour fertile et à l'audace de ceux qui osent inventer des mondes. Nous sommes en compagnie des premiers récipiendaires de la mention d'honneur qui était une nouveauté cette année au Land Art 2025, donc en compagnie de Cédric et Médéric. Bonjour. 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 Donc, une première réaction en étant les premiers récipiendaires de la mention d'honneur de l'événement? Bien, évidemment, d'abord très touché, puis surtout, on était émerveillés de voir à quel point, dans le fond, Jérémy s'était laissé enivrer, est venu et a été comme à capter l'énergie ludique, dans le fond, de notre installation. Super. Et par rapport à toute l'installation, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que vous voudriez que les gens retiennent de l'installation? Ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est de continuer à rêver puis à croire à l'impossible, en fait. C'est un peu ça le projet. En fait, on a créé une station électrique à partir de l'énergie tellurique, qu'on appelle aussi l'énergie théorique. Ça, c'est dans le jargon scientifique. Donc c'est possible, en théorie, que tout fonctionne avec nos piles énergétiques breveté, c'est un modèle breveté. Ça, c'est le nouveau modèle. Le premier donnait des échardes. Celui-là en donne pas. Ah oui, OK. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, nous, de la façon dont on fonctionne, comme on est des amis d'enfance, on a utilisé l'énergie ludique pour construire notre réseau et que tout fonctionne théoriquement. Et ce qu'on a remarqué cette semaine, c'est autant les enfants, autant les adultes, autant les personnes plus âgées avec plus d'expérience sont venus jouer avec nous. Donc, il faut surtout, si on veut y croire, pouvoir continuer à jouer tout au long, dans le fond, de notre vie. Ça garde artiste, ça garde jeune et puis ça garde rêveur, en fait. Et selon vous, pendant combien de temps, on sait que les œuvres sont éphémères, mais selon vous, à combien d'années pourrait résister l'œuvre au fil du temps? Bien, théoriquement, notre œuvre peut perdurer très longtemps. Après, il
il faut accepter le fait que la nature, comme on a puisé dans la nature, il faut accepter que la nature vienne rechercher des éléments dans notre œuvre. Donc, il y a des éléments d'installation qui peuvent être très pérennes, quelques années, 2-3 ans, les poteaux, entre autres. Mais il y a des éléments plus éphémères comme les feuilles, comme la phragmite qui, elles, vont évidemment retourner à la nature. Là, puis ça va permettre à l'œuvre de continuer de progresser. Dans le fond, ça va donner un nouveau regard avec l'évolution des saisons. L'œuvre va changer, puis tant mieux, en fait. Oui, il y a des éléments quand même qui sont assez solides, puis d'autres qui sont plus fragiles, comme Cédric disait. Comme les feuilles, on pense pas que ça va durer très, très longtemps. La vigne, bon, peut-être quelques semaines. Les poteaux, ça devrait te faire longtemps, oui. Et surtout, l'iconographie qu'on a choisie, c'était l'image de ces réseaux télégraphiques qu'on peut voir, par exemple, le long des vieilles voies ferrées, ces artefacts qu'on retrouve, par exemple, les bornes isolées en verre ou en porcelaine. Donc, c'est souvent des éléments qu'on retrouve au sol. Donc, comme c'est une œuvre artefact, ça peut donner un second souffle à notre œuvre que de retrouver des parties qui se sont effondrées. Ça peut un peu s'ancrer dans l'histoire, comme nous, on a créé une histoire du passé pour s'inspirer, pour créer notre œuvre, mais que cette œuvre-là se détruise tranquillement puis retourne au passé, ça peut lui donner un nouvel aspect, là, puis permettre à d'autres personnes de rêver, là, malgré le fait qu'il n'est pas dans sa forme initiale, supposons. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Nous vous rappelons que nous avons capté le débat électoral de la municipalité de Belleuil qui a eu lieu le 23 octobre dernier. Il est présenté sur notre site Internet, le tvr9.com. Je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9 pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Régional.